êtes bien sûr Midi 1 TV Afrique, de retour sur le plateau de Rabat pour cette édition spéciale dédiée au sommet Union africaine, Union européenne. C'est à Abidjan que cela se passe en Côte d'Ivoire, donc dans la capitale économique ivoirienne. Tout de suite, nous partons en direct sur place pour retrouver notre correspondante Fama Dione. Fama, l'un des thèmes de ce sommet, c'est la paix et la sécurité. Quels éléments disposez-vous sur les débats qui se sont déroulés à ce sujet? Oui, comme vous l'avez dit, le thème de cette conférence qui en est à sa 5e édition, c'est la jeunesse, mais la paix et la sécurité, on le sait tous, occupent une place importante au cours de ce sommet. Les discussions sont en cours, des séances plénières sont organisées. Les gens sont en huis clos pour parler de ces éléments, la paix et la sécurité. Donc, nous n'avons pas davantage d'informations par rapport à ces décisions qui seront prises ou bien tout simplement des réformes. Actuellement, les chefs d'État et les présidents de commission, tous sont actuellement à huis clos et vont finir à 20h. Mais sachez que dans son discours inaugural, le président ivoirien Alassane Ouattara est largement revenu sur un sujet qui est même le thème central de cette conférence, à savoir la jeunesse. Alassane Ouattara a prôné pour qu'il y ait une formation de qualité avec des réformes du système éducatif. Alassane Ouattara a également incité les pays européens à davantage s'ouvrir aux jeunes Africains qui souhaitent aller poursuivre leurs études chez eux. Il a également insisté pour qu'il y ait une formation au numérique pour que les jeunes soient plus ouverts sur le monde de l'emploi. Également, Alassane Ouattara est revenu sur les changements climatiques. Il a incité les États qui sont là à respecter les accords qui avaient été pris à Paris lors de la COP 22. Alassane Ouattara qui a donc prôné ces deux points, surtout la jeunesse, mais également la COP 22, le changement climatique. Et nous attendons pour l'instant ce qui va ressortir des discussions en cours, les huis clos des différentes commissions et des chefs d'État. Et surtout, très attendu, le discours royal qui va se prononcer sur la migration. Fama, un mot aussi sur la sécurité à Abidjan qui est bouclée entièrement jusqu'à demain. Oui, comme vous l'avez dit, sur qu'il est à Abidjan même requiert d'un véritable parcours du combattant. On peut dire qu'il y a beaucoup de barrières, les zones sont quadrillées, l'accès au Cocody, quartier qui abrite le centre de conférence, est très limité. Il y a des quadrillages partout, la garde républicaine est là. L'armée est venue en renfort pour aider même justement la police et la gendarmerie ivoirienne. Notez que même pour la presse, même l'accès à certains endroits est très limité. Il faut des badges supplémentaires. Et ces badges, ceux qui s'en occupent sont d'habitude les gens qui gèrent la sécurité personnelle des chefs d'État. Donc pour vous dire qu'à Abidjan, la sécurité, c'est un défi qu'ils veulent relever. Et ils sont sur le bon chemin pour relever ce défi. En tout cas, depuis le début du sommet, avant même le début du sommet, les zones ont été quadrillées. 48 heures avant, des lignes ont été données pour la circulation, pour faciliter évidemment les va-et-vient des populations ivoiriennes pour qu'ils ne soient pas impactés par l'arrivée des chefs d'État. Quoi qu'il en soit, retenez que la sécurité est assurée ici à Abidjan pour l'instant dans ce sommet qui en est à sa 5e édition. Merci beaucoup Fama Dione, notre correspondante en direct depuis Abidjan. Avec moi sur ce plateau, nos analystes. À ma gauche, Aziz Boustad, directeur de publication de panorapost.com et mawaten.com. Bienvenue à vous. Également à vos côtés, Charqaoui Roudani, expert en questions géostratégiques et sécuritaires. Et à ma droite, Driss Aissaoui, analyste politique et économiste. Alors la dernière information qui nous parvient, c'est cette réunion sur la traite des migrants en Libye qui se tient en marge du sommet UE-UA. Une réunion informelle donc avec l'Union africaine, l'Union européenne, l'ONU, le Niger, le Tchad, le Maroc et la France y participent. C'est donc en marge de ce sommet, c'est ce que nous apprenons de l'Élysée. L'Allemagne avec la chancelière Angela Merkel sera également représentée. Driss Aissaoui, c'est déjà une bonne nouvelle cette réunion?
Oui, je pense que tous les discours d'ouverture au niveau de cette cérémonie ont exprimé l'indignation, et qui est l'indignation de la terre entière. On ne peut plus assister au XXIe siècle à des manifestations comme celle-là. Il y a eu un certain nombre d'idées, des amorces de solutions. On a parlé d'une task force, on a parlé de la nécessité de traiter ce problème en profondeur. Très probablement, cette réunion à huis clos va permettre d'abord de s'échanger les informations, de voir un peu de peser, de sous-peser tous les arguments pour et contre. Et très probablement, je pense qu'il y a quelque chose qui doit sortir parce que les Nations Unies sont présents. Le secrétaire général a parlé même d'une force spéciale qui serait dépêchée pour faire ce travail-là. On va attendre. De toutes les manières, on ne peut pas faire de supputation sur un travail qui est en train d'être fait. Mais le fait même que cela ait lieu le premier jour me semble être un indicateur, quelque chose de positif, parce qu'il y a urgence. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans notre première séance, il y a des décisions qui seront prises à court terme, en urgence, et il y a d'autres qui méritent bien sûr un suivi, ça a été dit par les différents chefs de délégation, il y a un suivi qui sera fait, il y a des choix qui seront portés, et il y a un certain nombre d'initiatives qui sont sur le terrain. Il faudrait trouver une convergence entre elles sur le plan sécuritaire, sur le plan économique, sur le plan de l'intégration entre les pays africains, mais cette initiative, je pense qu'elle était attendue. Aziz Bousta, les dirigeants africains et européens tiennent parole ils prennent donc à bras-le-corps cette thématique de la migration après la diffusion de ce reportage, rappelons-le, diffusé sur CNN avec cette mise à jour, ce scandale d'esclavage avec des migrants vendus aux enchères. Moi, je suis assez dérangé par cette histoire de la vidéo. Parce que d'abord, le précédent sommet Europe-Afrique de 2014 était orienté sur la migration et la mobilité, et on a parlé dignité, on a parlé légalité, on a parlé d'un tas de choses, et finalement on se retrouve 3 ans après avec des images aussi atroces que ça. Première chose. Deuxième point, est-ce qu'il aura fallu finalement, et malheureusement, attendre que CNN passe un reportage, alors que nous parlons de ça, nous entendons parler de ça depuis plusieurs années, depuis que le régime de Kadhafi s'était effondré. Bien entendu, comme on l'a tous remarqué, il y a un afflux massif de migrants subsahariens vers la Libye. Et donc, pour essayer de passer, on voit les drames quasi hebdomadaires, voire parfois quotidiens qui se produisent. Et il a fallu qu'on voit ça. Finalement, l'homme restera toujours le même, il ne changera pas. Il faut qu'il voie les choses pour que sa conscience soit interpellée. Bon, maintenant, c'est fait. Donc, on peut quand même être à l'actif de l'humanité qui a eu une réaction salutaire, une réaction épidermique, une réaction rapide avec l'ONU qui s'est impliquée. Et puis, voilà le sommet donc Europe-Afrique qui est là. Alors, effectivement, les pays que vous avez cités sont tous plus ou moins concernés par cette question de la migration. Et je crois que au-delà de l'atrocité, au-delà de l'abjection extrême, il n'y a pas de terme pour parler de ce qui se passe, ça restera un épiphénomène parce que ça sera balayé et rapidement. J'en ai la conviction, ou du moins, alors je n'aurai plus d'espoir en le genre humain, mais ce genre d'activités vont être balayées assez rapidement. Ce qui posera le problème interne à la Libye, donc un problème connexe qui devra être réglé, bien entendu, parce que c'est véritablement un État anarchique qui permet ce genre de traite, ce genre d'activité. Cherkaoui Roudani, régler le dossier migratoire, c'est stabiliser, mettre en place la paix, la sécurité? Oui, tout à fait, parce qu'on ne peut pas parler d'une solution, que ce soit sa nature, sur cette question de l'immigration clandestine ou bien irrégulière en Libye, sans passer par la solution politique. Comme je viens de dire qu'il faut aujourd'hui mettre en place une feuille de route qui est capable de faire en sorte que les deux antagonistes existants, les deux gouvernements qui existent, un gouvernement qui est légitimement reconnu par l'ONU, qui est le gouvernement de Fayez Sarraj, et de l'autre côté, il y a Haftar, donc, qui a la main mise sur la partie est et la partie nord-est de la Libye. Donc je pense aujourd'hui, il y a les accords de Skhirat, rester dans cette perception de changer certains articles, les amendements de cet accord, je pense c'est une perte de temps, parce qu'aujourd'hui, ce qui est très important, je pense, pour les Libyens, c'est la stabilité et la sécurité. L'ensemble des pays
territoire libyen est un terreau fertile au terrorisme, à l'extrémisme et au trafic humain. Et d'ailleurs, aussi, quand on parle de ça, on parle de beaucoup de groupes terroristes qui dépassent 500 groupes terroristes. Mais la Libye n'est pas le seul pays concerné sur la paix, la sécurité, le dossier migratoire. Je pense aujourd'hui la Corne d'Afrique, il est concerné parce que quand on parle de la Corne d'Afrique, on parle de la situation sécuritaire et d'instabilité qui persiste en Somalie et en Érythrée. Quand on parle du Soudan, on parle de la région de Darfour, on parle du Niger, la région d'Agadez, on parle aussi du Tchad et du Mali. Donc la plupart des immigrés viennent de cet ensemble de pays, le Cameroun, le Nigeria, le Tchad, le Niger, le Mali et aussi le Burkina Faso et aussi la Somalie, l'Érythrée et le Soudan. Donc je pense aujourd'hui il y a donc pour qu'on puisse arriver à trouver une solution, comme je viens de dire, il faut chercher l'amont et la causalité, les causalités de ce phénomène aujourd'hui qui dérange tout le monde. Donc je pense d'abord il faut qu'on passe pour faire barrière pour tous les trafiquants qui travaillent. D'ailleurs, récemment, l'Interpol a interpellé 6 personnes qui travaillent dans ce qu'on appelle le trafic humain. Donc, il y a en Europe, qui sont installés en Europe, il y a d'autres qui travaillent dans les pays de la bande sahélo-saharienne. N'oublions pas que ces bandes, ils ont des matériels et des logistiques qui sont hautement sophistiqués. Lorsqu'on parle de ce qu'on appelle le portable Thuraya, c'est un portable qui est hautement sophistiqué, qui est relié au satellite. C'est-à-dire aujourd'hui qu'il y a une urgence d'avoir une vision plus globale parce que quand on parle de l'Est de la Libye, on parle par exemple de la frontière libo-égyptienne, donc on parle de Solam jusqu'à Jaboub, jusqu'à l'Égypte. Donc il y a tout un trafic qui est organisé. Comme je viens de dire, le problème ne réside pas là-dessus parce qu'aujourd'hui, quand on parle de trafic humain, on parle de terrorisme, on parle de 21 millions d'armes légères qui est éparpillées en Libye. La plupart des zones sont des zones grises, donc il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas une mainmise sécuritaire sur la situation. Donc il faut s'attendre au chaos. Cherkaoui Loudani, restez avec nous, avec Driss Aissaoui aussi, avec Aziz Bousta. Il est temps, avant cela, de repartir à Abidjan. Nous retrouvons notre correspondant Stéphane Soumaoro pour parler maintenant investissement et commerce. C'est aussi au cœur des débats, Stéphane, sur place. Oui, cet après-midi, lors de la première session qui s'est tenue, c'était d'abord accroître les opportunités économiques pour les jeunes. Il s'agissait de définir un peu toute la nouvelle stratégie que les jeunes avaient réunie lors du forum entre leaders jeunes pour dire un peu dans quel cadre l'Union européenne et l'Union africaine devraient financer des projets de jeunes. Quand on sait qu'en Afrique, on a 720 millions de jeunes qui ont moins de 25 ans. Et la grande majorité aujourd'hui essaye vraiment de prendre sa place sur l'échiquier économique et financier du continent. Mais en marge de cela aussi, il a été question un peu de la transformation de l'agriculture qui est le premier pourvoyeur d'emplois sur le continent. Donc, comment... Et la ligne est visiblement... Nous avons perdu le signal avec Abidjan, mais nous allons tenter de joindre à nouveau notre correspondant. En attendant, Driss Aissaoui, l'investissement en Afrique, l'agriculture, c'est sur ça qu'il faut miser ? C'est le levier. L'agriculture, parce que c'est une activité de proximité. Les Africains de nature, ils sont là, ou bien à travailler sur les grands champs, ou à travailler pour une agriculture vivrière. Maintenant, comment transformer cette activité en véritable levier de création de richesse, c'est possible. Et on l'a vu. Les initiatives existent, on l'a dit depuis tout à l'heure, mais c'est du saupoudrage. Aujourd'hui, on a besoin de faire connecter l'activité agricole comme étant une source de création de richesse et de transformation de ce potentiel réel, naturel qu'il y a en Afrique, en véritable secteur de développement pour les pays, pour les pays d'Afrique aujourd'hui. Il y a aussi, c'est un facteur, c'est un secteur qui permet de fixer les populations. Quand on les accompagne par du crédit, quand on les accompagne par de l'encadrement technique, parce qu'il y a aussi il faut le dire,
on ne peut pas pratiquer l'agriculture comme on le faisait il y a 20 ans, il y a 30 ans. Il y a aussi aujourd'hui des techniques de rationalisation de l'eau, d'utilisation rationnelle de tous les intrants agricoles pour pouvoir en faire une activité intéressante. Deuxième chose, comment intéresser les jeunes à investir le secteur agricole? Ça, c'est le plus important. Ça, c'est la formation. Alors, la formation, on n'est pas obligé de former des énarques. On est obligé maintenant de s'adresser à des profils métiers qui permettent aux jeunes Africains de pouvoir s'inscrire dans des niches, dans des secteurs d'activité agricole pour justement pouvoir travailler sur ça. L'Afrique a souffert pendant longtemps d'une activité agricole monoproduit. On le sait, la Côte d'Ivoire, d'ailleurs, on a souffert elle-même sur le cacao, qui est un marché, quand il s'est effondré, toute l'économie ivoirienne s'est effondrée. Aujourd'hui, il faut d'abord trouver les créneaux de développement de cette agriculture, lui trouver de la main-d'œuvre adéquate et lui faire la formation qu'il faut. Et par la suite, trouver aussi les investissements, parce qu'on ne peut plus faire d'agriculture à la traditionnelle. L'agriculture, elle est devenue capitalistique. Et pour développer l'agriculture, il faut aussi la développer dans le cadre du respect d'un certain nombre de normes qui respectent l'environnement, les équilibres environnementaux, etc. On ne peut plus, disons, exploiter l'eau de manière effrénée, ni exploiter les ressources marines de manière effrénée, ni exploiter les ressources, par exemple, la forêt, de manière effrénée. Il faudrait aujourd'hui que l'on ait justement tout ce cadrage. On retrouve en direct notre correspondant Stéphane Soumaoro. Stéphane, vous nous entendez à nouveau. Donc, l'investissement, oui. Le commerce, oui. Au centre de ces débats de ce 5e sommet UE-UA. Si effectivement, comme je le disais tantôt tout à l'heure, c'était vraiment au cœur des débats lors de cette première session-là, l'investissement au niveau agricole, comment transformer l'agriculture africaine, mais aussi le commerce, quand on sait que l'Union européenne est le premier bailleur de fonds, le premier contributeur au développement sur le continent africain. Il a été donc question du commerce. Quelles seront les nouvelles relations commerciales entre l'Afrique et l'Union européenne? Les accords de Cotonou, comme on le dit, n'ont pas été touchés dans l'ensemble, mais le plan d'action 2014-2017 a été revu et de nouvelles stratégies devraient être mises en place. Une nouvelle stratégie commune, Union européenne-Afrique, devait être mise en place très bientôt dans le cadre de ces nouvelles relations entre l'Afrique et l'Union européenne. Stéphane, qu'est-ce qui est attendu dans les heures qui viennent à Abidjan, les prochains débats? Alors les prochains débats actuellement, ils sont toujours en train de discuter un peu sur les migrations et les mobilités au niveau des zones européennes et africaines, avec la question des migrations qui se pose, qui s'est invitée vraiment au cœur des débats. Et après, il y aura la question de la sécurité et de la paix. Là, les chefs d'État du Nigeria et autres qui sont confrontés à ces mouvements extrémistes sont en train de réfléchir sur les mesures sécuritaires à prendre quand on sait que ça concerne tant bien l'Union européenne que l'Afrique. Ils sont en train de réfléchir et dans quelques heures, on aura un peu les résultats de leur réflexion. Mais je voudrais revenir rapidement sur un point, toujours parlant du commerce. Il y a le président français qui veut un partenariat gagnant-gagnant d'égal entre l'Union européenne et l'Afrique. Donc déjà, on sent que les discussions sont parties sur la valeur du franc CFA qui était un peu mise sur la table pendant un certain moment, la question monétaire. Mais après cela, je crois que la question de la monnaie unique, peut-être dans les débats officieux, dans la diplomatie de couloir, aura peut-être son mot à dire, mais dans l'ensemble, c'est un partenariat gagnant-gagnant entre l'Afrique et l'Union européenne qui s'annonce avec la nouvelle stratégie commune qui sera publiée très bientôt. Merci beaucoup Stéphane Soumaoro en direct mobilisé avec nos équipes à Abidjan pour ce 5e sommet UE-Afrique. Aziz Bousta, investir en Afrique, c'est investir sur la jeunesse? Quand on a 720 millions de personnes, c'est une population importante. Et investir, quand vous parlez d'investissement, est-ce que vous parlez d'investissement au sens littéraire du terme ou au sens économique? Si c'est au sens littéraire, oui, il faut investir sur la jeunesse, il faut investir en formation, il faut investir en logement, il faut investir en santé, il faut investir. Mais quand on parle d'un investissement économique, c'est effectivement aussi investir sur la jeunesse pour occuper la jeunesse. Alors comme le disait
Issaoui tout à l'heure, il faut fixer donc, ces populations. Alors, quand on sait que 60% de la population africaine est constituée de jeunes, forcément, quand on parle de la population africaine, on parle fatalement des jeunes. Alors, il se passe que les choses tombent plutôt bien, si on peut appeler ça bien, quelque chose malheureux, bon, puisqu'il y a des changements qui sont aussi bien au niveau climatique que des changements au niveau démographique. Au niveau climatique, il y a des températures qui montent, il y a de moins en moins de terres arables, donc il faut trouver de nouvelles ressources, de nouvelles manières de travailler. Peut-être que ce qui se passait, cacao ou autre, dans les décennies d'avant, ne peut plus marcher maintenant. Donc il faut investir énormément sur la recherche et fertiliser, ou alors trouver des moyens, et là l'OCP fait le travail, pour les engrais, pour des engrais qui sont adaptables à chaque terre africaine. Donc pour pouvoir y former les jeunes pour pouvoir travailler là. Maintenant, l'ancienne classification du primaire, secondaire et tertiaire, l'activité primaire, l'activité agricole, se restera encore pendant longtemps importante en Afrique parce qu'il faut d'abord assurer la sécurité alimentaire. Mais avec les moyens et les moyens technologiques, il y aura fatalement besoin de moins de personnes pour assurer la même production. Donc il faudra quelque part aussi penser à tertiariser, si vous me permettez le terme, l'activité agricole. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas que des gens au champ qui feront les travaux des champs, mais il y aura des gens qui vont assurer le commerce, qui vont assurer le transport, qui vont assurer la formation, qui vont assurer... Et tout ça entre dans le cadre d'une politique agricole globale qui ne serait pas uniquement la politique agricole de semer, de récolter et de vendre. Parce qu'il faut d'abord pouvoir assurer cette production. Deuxièmement, faire des calculs, faire des études pour ne pas avoir des productions qui seront en excédent, qui ne seront pas vendables, ce qui ne contribuera pas à trouver un débouché économique, c'est-à-dire une solution économique à ces problèmes. Et maintenant que la question s'est posée, c'est tout un ensemble d'intrants qu'il faut prendre en considération, à commencer, moi je reviendrai toujours sur ce point-là, qui est celui de la formation. On forme les gens, bon, l'enseignement fondamental est le même pour tout le monde, mais après, former les gens pour aller au métier de l'agriculture. Et là, le Maroc, si vous permettez rapidement cette petite remarque, avec ces deux grands organismes que sont l'OCP et le Crédit Agricole, font le travail. L'OCP en tant que fabricant d'engrais, mais pas uniquement de la fabrication d'engrais, mais aussi de la recherche pour savoir quel engrais fournir et quel engrais fabriquer et quel engrais fournir. Et puis le Crédit Agricole aussi du Maroc, qui a une longueur d'avance dans ce secteur-là, et qui permet de s'impliquer dans certains pays pour fixer les populations, pour déjà trouver, pas un ersatz de solution, mais un début de solution pour que les gens puissent rester sur place le temps qu'on puisse augmenter les productions. Driss Issaoui, le partenariat gagnant-gagnant, Union africaine, Union européenne. C'est en fait un slogan, il faut le dire. C'est le mot de la fin. Du business, on reste sur le partenariat gagnant-gagnant. Là, c'est un slogan qui est des fois pompeux, mais quand on fait voulu. Là, il est voulu. Il est voulu parce que les pays d'Afrique, et particulièrement le Maroc, il l'a démontré. Le Maroc l'a démontré. Il a joint l'acte à la parole. Le roi Mohamed VI, il l'a dit, redit, et il est en train de le démontrer sur le terrain. Les pays européens aujourd'hui se rendent compte que l'Afrique a changé. Ce n'est pas qu'elle change, elle a changé, et qu'il y a des longueurs d'avance qui vont être prises justement de chez les Africains, où ils seront dépassés, où ils prennent le train aujourd'hui, où les Européens ne trouveront rien à reprendre. Parce que les mécaniques, la dynamique du changement est déjà enclenchée. Merci. Juste une petite précision, si vous un dernier mot rapide. Au premier sommet Europe-Afrique en 2000 au Caire, il était question d'intégrer, j'étais faire une petite recherche avant de venir, d'intégrer l'Afrique dans l'économie mondiale. Donc il y a un peu une espèce de transcendance dans le propos. Là, entre-temps, il y a eu les réseaux, il y a eu beaucoup de choses, et on commence à parler d'autres choses. Et là, je rejoins tout à fait mon ami Issaoui qui dit que c'est du politiquement correct et pas plus. Il n'y aura jamais de gagnant-gagnant, il y aura chacun, et par nature humaine, chacun essaiera de gagner le maximum, essaiera d'avoir le maximum. Alors, où les Africains se défendent bien, et c'est très bien, ou alors ils risquent de se faire déborder par les Européens. Merci beaucoup, Aziz Bousta, directeur de publication de panorapost.com et mawaten.com. Merci à vous aussi, Cherkaoui Roudani, expert en questions géostratégiques et sécuritaires. Merci à vous aussi, Driss Issaoui, analyste politique et
économiste. Merci à vous, c'est la fin de cette édition spéciale. Merci de l'avoir suivi. Avant de se quitter, je tiens à remercier toute l'équipe ici à Raban Zamrari, à la rédaction en chef Sarah Khallayoun, à l'édition en chef Abdelrazak Doumiri, à la réalisation, toute l'équipe technique, Driz Yahya, Faisal, Yassine, Lahsen, Fathallah, toutes nos équipes aussi mobilisées à Abidjan, nos correspondants, Fama Dione, Stéphane Soumaoro, tous les caméramans et bien sûr nos collègues à Tanger. Merci à vous. Restez sur Medi 1 TV. L'information se poursuit sur notre antenne.